Donc, on m'a demandé de vous présenter les traitements actuels de ces maladies. Alors, je vais parler comme un docteur, que je suis, sans tenir compte des desiderata, de vos desiderata. C'est-à-dire vraiment les connaissances actuelles que les médecins ont pour vous soigner. Alors vous savez que maintenant, le but pour les médecins, c'est très égoïste, c'est de savoir ce qui va être important pour lui d'obtenir comme effet thérapeutique. Un des points importants, c'est d'essayer de vous sevrer totalement des corticoïdes sans avoir de symptômes. Donc, vous imaginez bien que les traitements, ils doivent évoluer en fonction de tous ces buts. Peut-être qu'un jour, on ira plus loin, on se pose les questions de savoir si le but du traitement pour nous, c'est d'obtenir la cicatrisation totale des lésions, et même, pas que visuellement, mais même sur le plan microscopique. On n'en est pas encore là. Alors, je vais vite m'en débarrasser parce qu'il y a des tas de pubs, les malades me posent des questions, ça m'agace. Sur Abivax. Abivax, c'est une petite molécule, et vous voyez qu'il y a un essai thérapeutique, et qui concerne une 50aine de malades. Il semble que ça soit intéressant, mais on est au début de l'expérimentation de ce médicament. Donc on l'oublie vite. Pour l'instant, on n'en parle plus. Ne posez pas de questions. Alors, je sais qu'ils ont tellement médiatisé, mais vous savez pourquoi on médiatise des traitements? C'est pour avoir des crédits, pour obtenir des crédits pour notre recherche. Mais ça influence parfois dans le mauvais sens. Donc, ça aussi, on va passer parce que c'est des choses anciennes. Et je voulais juste revenir à des choses simples. Le 5-ASA, le pentasa, rovasa, fivasa, dans la rectocolite hémorragique, vous voyez que ça marche bien. Ça marche dans environ 70 à 80% des cas. Finalement, avec un traitement qui est peu agressif, bien toléré, on arrive à soulager 70 à 80% des malades qui ont une rectocolite hémorragique. Malheureusement, il en reste entre 20 et 30% qu'on ne va pas soulager avec ce traitement. Mais il ne faut pas oublier la base. Quand on vous donne du pentasa et que ça marche, il n'y a aucune raison qu'on vous donne autre chose. Ça suffit. Vous voyez, et quelle que soit l'étendue de la maladie. Alors, comment il agit? Bon, ça, on a maintenant, on sait pourquoi ça agit. Bon, vous voyez, ça agit sur le PPAR gamma, peu importe, c'est un terme scientifique. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait le PPAR gamma, c'est également utilisé dans le diabète, vous voyez, étrange, et que ça marche aussi pour le diabète. Alors, est-ce qu'il faut prescrire des corticoïdes ou du 5-ASA dans la rectocolite modérée? On s'aperçoit que ce n'est pas plus efficace. Les corticoïdes ne vont pas plus être efficaces, peut-être plus efficaces que les corticoïdes. Donc, pas besoin de donner de la cortisone forcément. Donc, retenez-le. Ils peuvent induire des cicatrisations. Donc, vous voyez qu'on arrive même à soulager le patient et à entraîner, lors de la coloscopie, on ne voit plus de lésions. Donc, ça reste un bon traitement. Bon, ça, on va passer. Ce n'est pas la peine de continuer. Alors, ça. Après, il y a la cortisone. Alors, la cortisone, il faut savoir que sur la rectocolite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le budésodide, c'est-à-dire l'antocorte, le miquicorte, ça n'agit que sur les dernières ancillaires et le côlon droit.
Quand vous avez une rectocolite, l'atteinte principale de la rectocolite, c'est le rectum et le côlon. Donc, l'ontocorte et le miquicorte ne peuvent pas être efficaces. Il y avait une forme qui existe, qui est même commercialisée en France, qui est une forme un peu particulière, MMX, c'est-à-dire que c'est une libération retardée de la molécule, ce qui fait qu'au lieu d'agir dans l'intestin grêle et le côlon droit, elle agit plus bas. Efficace. Efficace, c'est le cortimante. Mais le cortimante, il n'a pas obtenu l'autorisation du remboursement. Donc vous pouvez l'acheter, mais à vos frais, vous ne serez pas remboursé. Et pourtant, il y a moins d'effets secondaires. C'est une molécule intéressante, mais l'HAS a décrété que comme il y avait des corticoïdes, ce n'était pas la peine de vous donner le cortimante. Ils sont sympathiques, l'HAS. Hein? Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une colère que j'ai toujours. Parce que les corticoïdes, ça marche. Vous le savez tous. Corticoïdes, la maladie de Crohn, c'est plus de 70% de rémission clinique. Dans la rectocolite, 75%, c'est pareil. Donc vous voyez que ça marche bien. Le problème de la cortisone, ce sont les effets secondaires. Pour moi, c'est du poison. La cortisone, c'est un poison. Ça détruit les os, ça détruit les yeux, ça détruit la peau. Chez les femmes, les jeunes femmes, elles ont des poils partout, elles sont gonflées. Donc c'est une horreur. Donc on ne peut pas donner de la cortisone trop longtemps. Et d'ailleurs, vous voyez que les gens qui sont sous cortisone avec efficace au début, au bout d'un an, ils sont soit dépendants, essentiellement, soit ils sont arrivés à la chirurgie. C'est très vieux, ça, vous voyez, 2001, presque avant l'arrivée des anti-TNF, il n'y avait que 32% de réponse prolongée après une corticothérapie. Donc, un effet qui ne dure pas. Et donner en permanence de la cortisone, ce n'est pas acceptable. Donc, au début, quand ça arrivait, le premier traitement qu'on a eu à disposition, ce sont les immunosuppresseurs. L'Imurel, le Pyrénétol. Marche bien. Marche bien, mais dans environ 60% des cas. Pas toujours. Le problème de ces immunosuppresseurs, ce sont les effets secondaires. Souvent, dans 20% des cas, on arrête, 25-30% des cas, on est obligé d'arrêter le traitement du fait de nausées, de troubles de leucopénie, de perte des globules blancs, par exemple, et puis d'autres complications, les complications hépatiques. Et puis, il faut savoir que j'ai une phrase que je donne à mes malades, Imurel un jour, dermato toujours, parce que ça augmente la fréquence des cancers de la peau. Pas les cancers le mélanome, vous savez, les cancers du soleil. Moi, j'en ai un petit lac, il faut que je me fasse enlever. Donc, mais ce n'est pas des cancers graves, mais ça impose une surveillance. Imurel un jour, dermato toujours, une fois par an. C'est pour ça qu'il y a d'autres risques maintenant, parfois plus graves, chez le jeune et chez la personne plus âgée, qui fait que de plus en plus, on évite ce type de thérapeutique. Bon, ça, c'était pas la peine. Le méthotrexate, qui est l'autre immunosuppresseur connu, n'agit pas dans la rectocolite hémorragique. Il peut être efficace dans la maladie de Crohn, mais il est efficace que par voie injectable. En comprimé, il ne marche pas. Et puis, n'oubliez pas, c'est des médicaments qu'on donne souvent à des patients jeunes. Il y a donc une tératogénicité, donc il faut une contraception. Il peut y avoir une hépatotoxicité. Et puis, des problèmes qu'on oublie souvent, c'est l'apparition au long cours de problèmes pulmonaires. Donc, ça reste des produits que l'on peut donner un certain temps, mais dans la durée, ce n'est pas vraiment acceptable. Donc ça, je l'ai mis, mais ce n'est pas la peine. C'est les nouvelles recommandations données par les Américains. Bon, ils aiment beaucoup les recommandations qu'ils donnent largement dans de très grandes revues, dans leurs plus grandes revues internationales, où ils donnent un petit peu, et finalement on arrive à se dire que si on peut se passer des immunosuppresseurs, c'est mieux. Alors, ça c'est la façon dont on traite actuellement.
On l'a volé un petit peu aux rhumatologues, cette manière, c'est le traiter selon la cible. Et on se fixe un but, et tant qu'on n'a pas atteint le but, on traite, on change de traitement, etc. C'est ce que font depuis très longtemps les rhumatologues, notamment pour une maladie qui détruit les os, qui est la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'il y a une destruction des articulations et c'est épouvantable. Ils sont complètement handicapés et invalides. Donc, le but, c'est d'essayer de traiter au mieux et de modifier le traitement en fonction au fil du temps. Alors, qu'est-ce qui est de mauvais pronostic pour la maladie de Crohn? Ce qu'on doit savoir, c'est que c'est vrai que quand la maladie survient jeune, c'est plus ennuyeux. Les corticoïdes d'emblée, c'est ennuyeux. Les lésions étendues, bien sûr. Si vous avez plusieurs zones atteintes, l'intestin grêle, le côlon, s'il y a une atteinte du périnée, des fistules ou autres, le tabac, c'est pas bon. Donc tout ça, ça nous aide pour nous guider dans ce que l'on va éventuellement donner comme traitement au départ. On ne fait pas de choses sans réflexion. On ne vous dit pas, celui-là, on va lui donner ça, etc. Non. On réfléchit sur ce qu'on va vous proposer comme traitement. Et vous voyez que pour la rectocolite, c'est sûr que plus la maladie est étendue, plus elle peut être grave. Une chose très importante, c'est cette fameuse cholangite sclérosante, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont une rectocolite et puis qui ont des anomalies du foie. Ils ont une sclérose des canaux de la bile. Et cette sclérose des canaux de la bile, c'est très ennuyeux. Alors, on a peu de traitements pour ça, on les surveille, et en sachant que ça peut évoluer vers une cirrhose, mais ça peut également évoluer vers un cancer du foie. Donc, on surveille de très près avant qu'il y ait ces phénomènes de mauvais pronostic. Il est évident que quand on n'a pas de réponse après une première ligne de traitement, ce n'est pas très bon. Et la corticorésistance, bien sûr, ce sont des facteurs de mauvais pronostic. Alors, 2020, très exactement, commercialisation du premier anti-TNF, c'est-à-dire l'infliximab, dont le nom était à l'époque, il n'y en avait qu'un, c'était le Rémicade. Perfusion, J1, J15, J42, puis toutes les 8 semaines, etc. Et puis est apparu ensuite un autre anti-TNF, quelques années après, qui lui était en voie sous-cutanée, qui est l'Humira, l'adalimumab. Et voilà. Produit qui au début n'était donné que finalement il fallait être corticodépendant ou corticorésistant. C'est fini ça. Ça peut être ou un échec de l'Imurel. C'est fini. On n'en parle plus de ces restrictions. Maintenant, on le donne d'emblée chez ces malades parce que on s'est rendu compte au fil du temps que globalement, c'était bien toléré. C'était beaucoup plus efficace, plus rapidement. Donc, il n'y avait aucune raison de s'en passer. Au début, on faisait 3 injections. Maintenant, on n'arrête plus. Il y a des patients, je discutais tout à l'heure avec une dame, ça fait 10 ans qu'elle en prend. Et elle a une vie normale grâce à ça. Pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? On surveille et ça se passe bien. Donc ça, c'est vraiment l'avènement majeur dans les maladies inflammatoires. Alors vous voyez, ça c'est un schéma que j'aime bien, qui montre un petit peu comment évolue cette maladie. Vous voyez que cette maladie, aussi bien le Crohn que la rectocolite, ça évolue par poussée. Et plus il y a de poussées, plus il y a de complications. Et qui aboutissent, malheureusement, souvent à la chirurgie. Et ça vient en fonction du temps. Donc, le but, c'est de traiter énergiquement. Et de plus en plus, c'est de dire, je vais commencer le traitement tôt pour essayer d'éviter cette évolution qui va se terminer vers la chirurgie. Donc, pour l'instant, on n'a pas de commencer tôt, c'est probablement l'avenir, mais on n'a pas totalement toutes les données scientifiques pour pouvoir se le permettre dans tous les cas. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez les jeunes de plus en plus, parce qu'eux, ils évoluent sur des années. Donc, efficacité prouvée, il y a des effets indésirables, on ne va pas le cacher. Les infections, bon, ça arrive. Une allergie, comme tout médicament, même il y a des allergies aussi à l'Imurel.
il peut y avoir parfois apparition au cours du traitement de problèmes d'articulation, des douleurs articulaires. Et surtout, ce qu'on voit le plus, ce sont des lésions dermatologiques qui peuvent parfois entraîner un arrêt de ce traitement. Et au début, c'était dramatique parce qu'on n'avait rien d'autre. Parce que c'est aussi bien pour une des molécules que pour les autres. Ce sont des accidents. Si on donne, par exemple, du Rémicade, on ne peut pas passer pour des problèmes du rhumatologique ou dermatologique à l'Humira, parce qu'on aura les mêmes effets secondaires. Ils ne sont pas liés à la molécule, mais à la classe du médicament. Est-ce qu'ils sont comparables en efficacité? Bon, je ne vais pas faire de pub, hein. Je ne suis pas là pour ça. C'est vrai qu'il y a des petites différences, mais globalement, il y en a un qui peut-être dépasse les autres, vous voyez, c'est peut-être l'infliximab, et encore, c'est pas certain, mais après, globalement, ils sont tous efficaces, et c'est tant mieux. Ce qui peut apparaître, et certains ont dû s'en plaindre, c'est que le traitement soit ne marche pas, soit qu'il marche, puis d'un coup, il ne marche plus. Et il faut savoir que quand on vous injecte, bon ça arrive à un échec primaire d'un traitement, ça arrive à tous les médicaments. On donne un médicament, pour quoi que ce soit, il ne marche pas. Mais on sait qu'il faut changer de traitement. C'est plus ennuyeux quand finalement on a une molécule dans ces maladies casse-pieds qui marche et puis qui ne marche plus. Et ça c'est vraiment énervant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait c'est dû à quoi? En fait on vous injecte un anticorps sur une protéine et un jour votre organisme se dit mais qu'est-ce qu'on me donne à absorber? On me donne une saleté qui veut me tuer. Et le corps développe ce qu'on appelle des anticorps contre le médicament et bloque l'action du médicament. Et ça n'agit plus. C'est le plus souvent la raison de ces pertes d'efficacité de ces thérapeutiques. On dit que ce sont des médicaments qui sont très immunogènes parce qu'ils entraînent des réactions immunitaires importantes. Et ça, c'est aussi un problème. Bon. Vous voyez, ça c'est ce que je vous ai dit. Pas besoin de baratin. Alors, il y en a plusieurs, hein, vous avez vu, les autres anti-TNF, il y a le golimumab, c'est le Simponi. Il y a tous les biosimilaires. Il y a tous les biosimilaires de l'infliximab et les biosimilaires de l'adalimumab, qui maintenant, vous en avez 6. Je ne vais pas tous les donner, donc ils sont nombreux. Après les anti-TNF, est apparu un autre médicament. Un autre médicament qui n'est pas un anti-TNF, qui est ce qu'on appelle une anti-intégrine. Alors, c'est quoi un anti-intégrine? C'est un médicament qui bloque l'adhésion des cellules de l'inflammation sur la paroi digestive. Donc, comme il n'y a pas d'adhésion de ce lymphocyte, qui est ce globule blanc de l'inflammation, ben, il y a moins d'inflammation, pas d'inflammation. L'avantage, c'est qu'il n'agit que sur le tube digestif. Il n'agit pas ailleurs. Par exemple, si vous avez une spondylarthrite ankylosante associée, ça ne va pas être efficace, parce que ça n'agit vraiment que sur le tube digestif. Alors, il y en avait un au départ, qui a été commercialisé pour la sclérose en plaques. Moi, j'avais testé, puisqu'il y avait une étude internationale, c'est ce qu'on appelle les anti-intégrines, et il y avait eu 2 morts en France, on peut le savoir, donc par des causes infectieuses un peu bizarroïdes, des leucoencéphalites multifocales. Et donc on avait dit, oula, quand on nous a proposé cette anti-intégrine, qui n'était pas, l'autre était qu'un alpha-4, vous voyez, anti-intégrine alpha-4, celle-là était alpha-4 bêta-7. On a dit, ouais, ça protège. Et effectivement, mais l'étude a duré très longtemps à cause de ça, parce qu'il a fallu prouver l'innocuité de ce traitement. Et il est totalement inoffensif. Il n'y a pas eu d'effet secondaire mortel avec le vedolizumab qu'on appelle antivio. Donc, il faut le savoir. Ça marche bien, puisque même maintenant, il y a des études qui ont montré qu'on pouvait le donner. Avant, on disait que c'était en 2e intention. Maintenant, pour la rectocolite hémorragique, on peut le donner en 1re intention.
Et ça marche au moins aussi bien que les anti-TNF. Donc on a le choix, avec probablement moins d'effets secondaires qu'avec les anti-TNF. Donc il ne faut pas l'oublier. Ce produit se fait en perfusion, mais depuis peu, il se fait par voie sous-cutanée. Et ça, c'est aussi pour tout le monde, comme l'infliximab se fait maintenant par voie sous-cutanée. Donc on est de plus en plus dans ces traitements à faire sortir le malade de l'hôpital, et c'est tant mieux. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout de perfusion. Par exemple, pour l'infliximab, en général, on fait 3 perfusions pour induire l'efficacité du traitement, et ensuite on passe au sous-cutané. Et on fait pareil pour l'antivio, on fait 2 à 3 perfusions, et ensuite on passe par voie sous-cutanée en cas d'efficacité. Donc ça marche bien. Ça marche mieux dans la rectocolite dans le Crohn, mais ça marche aussi dans la maladie de Crohn. Bon, vous voyez, ça c'est pas la peine. Ça c'est des diapositives qui sont... Voilà. Est apparu, un peu plus récemment, l'ustekinumab. Alors pour ceux qui en ont, c'est le Stelara. Le Stelara, ce n'est pas un anti-TNF, ce n'est pas une anti-intégrine. Le Stelara, c'est une molécule, c'est une biothérapie toujours, comme les deux autres, qui va bloquer d'autres molécules de l'inflammation, on appelle ça des interleukines, et il en bloque 2, l'interleukine 12 et l'interleukine 23, pour agir sur l'interleukine, peu importe, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et la première étude qui a été lancée, c'était dans la maladie de Crohn, et on a pu montrer que ce produit était efficace dans la maladie de Crohn de façon intéressante et significative. Donc ça nous a fait, vous voyez, une arme de plus biologique pour ces maladies. Et on s'est dit, et si ça marche dans le Crohn, pourquoi ça ne marcherait pas dans la rectocolite hémorragique? Donc bingo, on a lancé une étude dans la rectocolite hémorragique, et effectivement, l'étude était positive, et maintenant le produit est autorisé aussi bien dans le Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Et ça nous donne une arme de plus, notamment s'il y a un échec primaire ou un échec secondaire, on peut passer maintenant, on peut vous soigner de façon plus libre. Le médecin se dit, j'ai pas qu'une chance, j'ai pas que one shot. J'ai le pistolet, maintenant j'ai 6 balles dans le barillet, quoi. Hein. Au moins. Donc ça, vous voyez, ça marche bien. Bon, le prix, on s'en fout. Moi, j'ai toujours dit que ça ne servait à rien. Encore plus récemment, vous voyez qu'on travaille, hein, les laboratoires, et je les remercie. Et remerciez-les, parce que c'est un peu grâce à eux qu'il y a tous ces progrès thérapeutiques. Est apparu un nouvel immunosuppresseur. Vous voyez que je n'étais pas très favorable aux immunosuppresseurs globaux, et puis sont apparus des immunosuppresseurs qui agissent de façon plus ciblée sur des petites molécules. On appelle ça les anti-JAK. Hein. Et le premier qui a été utilisé, c'est le tofacitinib, qui est commercialisé sous le nom de Xeljanz. Et ce Xeljanz, on a montré qu'il était efficace dans la rectocolite hémorragique. Malheureusement, il n'a pas montré dans les études d'efficacité globale dans la maladie de Crohn, probablement lié au fait qu'on a fait une étude qui regroupait tous les types de maladies de Crohn, l'intestin grêle, le côlon, mais quand on regarde un petit peu les résultats, il semblerait que sur le côlon, ça ait quand même une certaine efficacité dans le Crohn. Mais il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour le Crohn. Donc on ne peut l'utiliser que pour la rectocolite hémorragique. Il y a des effets secondaires. Je ne vous le cache pas, je ne sais pas si je les ai écrits. Non, je ne les ai pas écrits. Ce n'est pas important. On peut revenir en arrière. Voilà. Donc, les effets secondaires, c'est... pour le prescrire, j'en ai eu... il peut y avoir, par exemple, comme tout immunosuppresseur, une chute des globules blancs. Donc, il faut surveiller, prise de sang régulière pour les globules blancs. Il peut y avoir une hépatite, comme tout médicament, c'est un comprimé, donc il passe forcément par le foie. Donc, problème hépatique, parfois. C'est rare tout ça. Il peut y avoir quoi? Il peut y avoir des problèmes de graisse. C'est-à-dire que les malades se retrouvent avec un cholestérol au plafond, des lipides au plafond,
Mais on s'est rendu compte que finalement, ça n'avait pas, au fil du temps, on s'est rendu compte que ça n'avait pas une incidence majeure. Donc, on en tient moins compte. Moi, je surveille quand même, parce que si j'ai un taux de triglycérides qui est aux alentours de 25, qui se met à être autour de 6, quand même, je me méfie un petit peu quand même. Et puis on a parlé, c'est ce qui a failli tuer le produit. On dit voilà, mais il donne des embolies pulmonaires. Alors c'est sûr que le médicament qui donne des embolies pulmonaires, on n'a pas envie d'en prendre. Hein, des caillots dans les poumons, on n'a pas envie de voir arriver ça. En fait, il y a eu des problèmes, plutôt chez les personnes âgées qui ne bougent pas, mais comme chez tout le monde. Donc cet effet secondaire n'a pas été retenu pour l'autofacitinib, pour l'Xeljanz. Donc on oublie un petit peu. Après, vous avez une maladie qui est, comme toute maladie inflammatoire, il y a une hyperviscosité sanguine, c'est lié à l'inflammation. Pour peu que vous fumiez, pour peu que vous preniez une contraception orale, mesdames, mesdemoiselles, bon, c'est sûr que je vais peut-être éviter de vous donner ce type de médicament. Parce que si on augmente en plus le cholestérol et les triglycérides, bon, ça peut aider à boucher vos artères, vos veines. C'est pas forcément bon. Donc, ne fumez pas. Ne fumez pas, ça fait partie du traitement. Alors ça, c'est plus... Parce que, comment dire, c'est pas un médicament. C'est pas un médicament, ça existe, c'est la phérèse leucocytaire. Alors ça, c'est japonais. C'est une espèce de filtre. Donc, vous voyez, on vous met un cathéter dans le bras, et puis le sang va passer à travers un filtre, qu'on voit à droite, qui s'appelle la dacolum, et puis on le réintroduit, on introduit votre sang dans votre corps, privé de certaines molécules, et ça montre une certaine efficacité. Alors ça m'arrive d'utiliser, c'est très lourd, il faut faire une fois par semaine pendant 5 à 10 semaines, donc c'est lourd, mais c'est un moyen qu'il faut connaître, qui peut être utilisé, et qui a l'avantage il n'y a aucun effet secondaire. Hors de belle veine. Si on n'a pas de belle veine, on ne peut pas. Alors, ça c'est les nouveautés. Est-ce qu'on va les avoir bientôt? Alors, on va les avoir probablement plus rapidement que ce qu'on croit, parce qu'ils sont déjà commercialisés. Par exemple, il y a des molécules, vous voyez, d'autres anti-interleukines. Alors, vous vous souvenez que le Stelara, c'est un anti-IL-12, IL-23. Là, c'est un anti-IL-23 pur. Alors, mais quel intérêt? Eh bien, il semblerait que de bloquer l'IL-12 ne soit pas si bon que ça, sur le plan thérapeutique, et qu'il vaut mieux ne bloquer que l'IL-23. Et donc, les laboratoires se sont focalisés sur ce type de molécules et ont commencé à développer. Alors, c'est pas... La maladie de Crohn, ça nous intéresse, et le rectocoïde, ça nous intéresse de façon secondaire. Il y a des maladies plus fréquentes, comme le psoriasis. Par exemple, le psoriasis, qui est le traitement, c'était le Stelara. Maintenant, c'est le Tremfya, le guselkumab, ou le Skyrizi, le risankizumab. L'efficacité du Stelara dans le psoriasis, c'est 60%. L'efficacité de ces molécules, c'est plus de 80%. Plus de 80%. Donc, on peut espérer que les études vont montrer la même différence d'efficacité, aussi bien dans le Crohn que dans la rectocolite. C'est en cours. Les études sont en cours. Et on a déjà des résultats très intéressants. Ce qui m'arrive même de donner ces molécules, même si je n'ai pas trop le droit. Mais moi, je le prends, je m'en fous. Il y a de nouveaux anti-JAK, alors qui ont un certain avantage. Ils agissent sur les anti-JAK, mais qui agissent un petit peu différents. C'est les anti-JAK 1, les autres, c'était les anti-JAK 3. Eux, ils sont efficaces, semble-t-il, aussi bien dans le Crohn que la rectocolite. Donc, bienvenue dans l'arsenal thérapeutique. Pour l'instant, on n'a théoriquement pas l'autorisation de les donner. Bon, on s'arrange. Nouvelle classe thérapeutique totalement nouvelle, ce sont les agonistes S1P, des sphingophospholipides, peu importe. Et il y en a un qui est commercialisé pour la sclérose en plaques, mais uniquement en Suisse. C'est le Zeposia, qui est l'osanimode. Et il y a des études en cours pour la rectocolite hémorragique. Ça se prend également par la bouche. Alors, les anti-JAK, c'est oral.
les anti-L23, bien sûr, c'est des biothérapies, donc c'est injectable. Et l'osanimod, c'est des comprimés aussi. Donc, et il semblerait que les études montrent quand même des résultats intéressants. Donc prochainement, il est possible que ça arrivera dans les 2 années à venir comme traitement des maladies inflammatoires. Donc on y est. Ce n'est pas de l'avenir lointain. Voilà. Alors ça, c'était, je vais le passer. Et ça, c'est un des derniers nés qui va pas tarder, je pense aussi. C'est comme un petit peu l'osanimod et qui montre bien qu'il n'y a pas qu'une molécule, parce qu'on pourrait dire s'il n'y a qu'une molécule, mais une autre molécule qui agit un petit peu différemment de l'osanimod, mais c'est un peu la même, et qui là, vous voyez, ils sont commencés, la phase 2 est terminée, c'est-à-dire qu'il y a 3 phases dans l'étude des médicaments, 1, 2, 3, et c'est pas, la phase 2, c'est pour une question de dose, mais une fois qu'on a la dose, on attaque la phase 3 sur un plus grand nombre de patients, et la phase 2 montre manifestement une efficacité de ces traitements. Donc, c'est bien que de le savoir. Je ne pouvais pas ne pas parler de la greffe fécale. Tout le monde parle de la greffe fécale. Alors, les résultats sont... Alors là, j'ai pris ça parce que c'est l'avantage, ce qu'on appelle, c'est l'auteur a rassemblé plusieurs études pour en faire qu'une. Globalement, vous voyez que 28% de rémission, alors que dans le groupe placebo, 9%. Ça marche. Est-ce que c'est miraculeux? Non. Réponse clinique. Alors la rémission, c'est qu'il n'y a plus rien. Réponse clinique, ça veut dire qu'on va mieux. Un peu plus, 49%, versus 28%. Mais vous voyez que dans le groupe placebo, il y a quand même 28% de gens qui ont répondu au placebo. Et qu'il n'y a pas plus d'effet indésirable dans le groupe placebo que dans le groupe greffe fécale. Le problème, c'est que probablement un moyen qui arrive. Je crois surtout que c'est un moyen qui va servir à l'associer aux autres thérapeutiques et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, pour l'instant, on ne sait pas comment le faire. Ce qu'on sait, c'est qu'une greffe, ça ne suffit pas, qu'il faut probablement en faire plusieurs, qu'il faut utiliser des greffes, on disait un seul donneur, multidonneur, il faut probablement des multidonneurs, donc c'est très compliqué à faire. Nous, à Marseille, on en a fait 3, avec mon ami le professeur Raoult, 3 échecs. Donc Didier Raoult, et bon, il m'a dit, ça coûte trop cher. Ça coûte très cher. Hein. Donc on a arrêté. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver. Puis il faut l'accepter. Hein, c'est une semaine d'hospitalisation, des antibiotiques pour détruire la flore. Vous ne mangez pas pendant une semaine, on vous fait des lavements. Après, on vous met une sonde ou on met un coloscope pour mettre les matières fécales. C'est lourd, c'est très lourd. Voilà, donc, pour l'instant, ça reste du futur, peut-être proche, mais on n'y est pas encore. Et puis ça, c'est mon bébé à moi. C'est pour ça que je vous le montre. Certains ont des fistules anales épouvantables, et il y a peu de traitements qui marchent. Et nous, on a... Alors, ça a déjà été utilisé ailleurs. Hein. Il y a d'autres laboratoires et d'autres pays qui l'ont fait. Mais nous, on a utilisé un moyen plus simple de greffe de cellules souches. Alors, cellule souche, c'est quoi? C'est une cellule qui est multipotente, c'est-à-dire que vous la prenez, par exemple, dans votre graisse, et puis vous la mettez dans votre myocarde pour les infarctus ou ailleurs, elle se transforme en cellule de l'endroit où vous la mettez. Ce qu'on appelle une cellule souche. Donc, nous, on a pensé, donc là, en plus, dans mon produit, il y a des facteurs de croissance, donc il n'y a pas que ça. Et on a fait 10 patients, on a 7 guérisons sur 10, et là on a lancé une étude sur toute la France pour montrer l'efficacité et la faisabilité, pas que sur un site, mais de façon globale. Mais bon, moi j'y crois, sinon je ne vous en parlerai pas. Donc, en conclusion, bon, les Mickey, c'est pas, vous n'êtes plus maintenant, quand moi j'ai commencé mes études de médecine, c'était une infection rare. C'est plus. Bien longtemps que j'ai commencé mes études. Hein.
ça monte, l'incidence continue à augmenter chez les adolescents en France. Dans les pays émergents, ça explose. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un malade ne ressemble pas à un autre. Donc c'est une hétérogénéité incroyable. C'est pour ça qu'un traitement marche chez quelqu'un, ne marche pas chez un autre. C'est comme ça. Il y a un risque global d'aggravation. Et donc, le traitement, pour nous, médecins, c'est d'essayer, s'il est induit précocement, et s'il est bien conduit, le treat to target, c'est de modifier, voire de transformer l'histoire de la maladie, c'est-à-dire d'éviter les complications, les hospitalisations, etc. Voilà. Si vous avez, quand vous aurez des questions, j'y répondrai volontiers. Mais merci beaucoup. On va avoir, j'espère, beaucoup de questions. Si vous voulez, je vous invite à vous asseoir à côté de moi, à moins que vous ayez peur de vous asseoir à côté de moi. Alors, est-ce que le deuxième micro marche? Non, je sais pas. Ah si, il marche, super. Donc, je passe le micro. Alors, on a à peu près 10 à 15 minutes de questions, pas plus. Merci beaucoup pour ce tour de piste des médicaments qui existent et puis ceux qui vont venir à court ou moyen terme. Moi, j'ai une première question parce qu'en fait, il y a quand même une liste très longue maintenant des médicaments. C'était du temps de vos études. Vous vous souvenez peut-être, il n'y avait pas quand même assez peu de médicaments pour les Mickey. Du coup, moi, ma question, c'est vous, en tant que médecin, alors par lequel vous préconisez, par lequel vous commencez, puisque maintenant il y a une liste assez longue, notamment après les anti-TNF, donc des anti-TNF jusqu'aux anti-JAK, qu'est-ce que vous choisissez en premier, par exemple, pour faire en sorte qu'on optimise vraiment le traitement chez un patient, et pour quel patient vous choisissez ces traitements? Alors, d'abord, on a un petit peu des directives de la Haute Autorité de Santé. Il ne faut pas oublier ça. Déjà, qu'on se passe un petit peu de son autorisation pour ne pas utiliser en premier les immunosuppresseurs, ça ne serait pas acceptable qu'on le fasse. Je crois qu'il faut éviter ce type de thérapeutique au maximum. Après, il y a des exceptions. On est obligé de les utiliser sur des courts laps de temps. Ensuite, une fois que j'ai utilisé les anti-TNF, ou maintenant, puisqu'on a l'autorisation pour la rectocolite, l'antivio. Et là, comment vous dire? Je sais pourquoi je choisis. Par exemple, j'ai une rectocolite qui ne va pas bien. Je veux une action rapide. Là, je vais utiliser les anti-TNF. En revanche, j'ai une rectocolite que je n'arrive pas, voilà, il ne va pas bien sous pentasa. Je sais qu'il faut que je change de traitement. Je fais quelques lavements de cortisone, mais je ne veux pas trop en faire pour les raisons que j'ai énoncées. Donc là, je choisis, mais en général, je choisis maintenant l'antivio parce qu'il y a moins d'effets secondaires et qu'on arrive. Et puis surtout, au début, je n'utilisais pas forcément l'antivio parce qu'il n'y avait pas de forme sous-cutanée. Là, il y a une forme sous-cutanée. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est à la fois le délai d'action qui est quand même important, la forme galénique, la voie d'administration. Oui, la forme galénique, c'est important. Ouais, la gravité, et puis oui, c'est ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et effectivement, l'autorisation, en fait, les indications selon la Haute Autorité de Santé, la HAS, donc c'est la Haute Autorité de Santé qui a des recommandations précises par rapport au remboursement, notamment des médicaments, n'est-ce pas? Alors avant, dans la rectocolite, toujours après le Crohn, c'est un peu différent. On n'avait pas beaucoup de choix parce qu'il y avait ce fameux Stelara où il y avait une seule perfusion et des injections sous-cutanées. Donc, je privilégiais ce traitement. Je faisais anti-TNF, ça ne marchait pas, je faisais Stelara. Et je gardais l'antivio en troisième ligne dans la rectocolite. Parce que j'étais obligé. J'étais obligé. Alors on me dit, et pourquoi pas les anti-JAK, alors puisqu'il y en a commercialisés dans la rectocolite? Parce qu'à cause au début des effets secondaires. Les effets secondaires nous a quand même contraints pendant quelque temps à être vigilants sur notre prescription. Donc, moi personnellement, je ne donnais qu'en cas d'échec des autres. Voilà, comme maintenant, ça m'arrive de le donner plus rapidement. Parce que j'ai plus confiance, parce que je le connais mieux.
D'accord. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bon, je vais devoir me déplacer parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de micro-salle. On y va. Vous me rendez le micro tout de suite après. Bonjour professeur, vous avez eu la gentillesse de me recevoir en octobre 2018 pour une rectocolite. Je suis passé sous Humira, il n'a pas fonctionné. Ensuite, vous m'avez mis dans les mains de Madame Desjeux, que vous connaissez très bien, et pour cause. Et donc j'ai suivi un traitement antivio en milieu hospitalier, à la clinique à La Ciotat. Et depuis le 29 juillet, je suis passé sur la forme stylo à la maison. Et je constate que ça n'a pas la même efficacité. Et aujourd'hui, je suis en crise. Voilà. Alors, Ça, c'est vrai qu'on se pose souvent la question quand même de l'IV oui. et puis ensuite la sous-cutanée. Alors, oui, mais ça, alors toutes les études, alors sur le papier, les études n'ont pas montré de différence entre la forme perfusée et la forme sous-cutanée. Après, le tout était, vous aviez des perfusions toutes les 4 ou toutes les 8 semaines. C'est pour ça, en principe, toutes les 8 semaines, vous avez le même taux sanguin du produit, ça a été démontré, qu'avec la perfusion. Après, c'est votre... vous savez que dans une maladie, tout est important. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais parler... Là, j'ai fait exprès dans mon exposé de parler docteur. Après, il y a le ressenti du patient et de sa perception du traitement. Et vous savez comme moi que la rectocolite, il suffit qu'on soit un peu stressé, un peu fatigué, pouf, on a la poussée, etc. Et quelquefois, de savoir qu'on risque d'avoir un produit moins efficace, voilà. Théoriquement, il n'y a aucune raison. Mais moi, je vous écoute. Je vous écoute et je vous entends. Donc, si j'ai une patiente, je vous dis que j'ai passé en stylo et que j'ai repassé en intraveineux parce que ça ne marchait pas bien. C'est la seule, moi. Hein. Mais c'est arrivé. Donc, s'il faut repasser en perfusion, il faut repasser en perfusion. Alors, juste, on va éviter quand même les consultations personnelles médicales, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'était pour dire que, là, je ne sais pas qu'est-ce personnel, simplement, c'est pour dire qu'on a les deux solutions. Après, il faut adapter la plus efficace avec le même produit. Bon. J'ai une question ici. Oui, bonjour professeur, voilà, merci d'être là. J'ai une question sur les nouveaux traitements dont vous avez parlé. Est-ce que ces traitements, donc les anti-L23, anti-JAK, anti-antagonistes, voilà, ce que j'ai noté, ont déjà été testés sur d'autres pathologies? Bien sûr. Déjà pour le recul, et puis aussi pour tout ce qui est maladies associées, en fait, aussi aux maladies de Crohn et RCH qui sont souvent fréquentes. Voilà. Il faut savoir par exemple les anti-JAK, Rinvoq et Jyseleca, le filgotinib et le upadacitinib. Il a été utilisé par les rhumatologues sur la polyarthrite rhumatoïde et sur la spondylarthrite ankylosante. Et ils ont eu l'autorisation pour la spondylarthrite ankylosante. Et de ce fait, comme moi je travaille, j'ai aussi quelques patients qui ont les deux affections. Quand je soulage l'un mais que je n'arrive pas à soulager l'autre, je propose aux rhumatologues, alors ce n'est pas forcément les mêmes posologies, c'est ce qui pose problème, mais d'utiliser ces produits-là à la dose qui sont dans les études gastro. Alors bon, ça tique un peu quand même, parce que bon, il n'y a pas la MM. Il n'y a pas encore la MM. Mais ça m'arrive. Il faut savoir que ça, c'est une des pistes aussi importantes. Les anti-L23, autant le Stelara agit un peu sur les articulations. Pour ceux qui savent, dans la spondylarthrite, il y a des douleurs périphériques et puis il y a des douleurs de la colonne et des sacro-iliaques. Eh bien, le Stelara n'agit pas sur les douleurs des sacro-iliaques et du rachis. Ça n'agit que sur les douleurs périphériques. Donc parfois, ça ne suffit pas. Eh bien, les anti-L23, eux, ont une action sur les moindres, mais quand même une action sur les articulations axiales. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Oui, bonjour professeur. Juste une petite question par rapport à l'immunisation dont vous avez parlé des molécules. Est-ce qu'elle est définitive ou est-ce qu'on peut envisager une rotation des molécules? C'est une très bonne question. En principe, ces immunisations ne sont pas définitives. Alors maintenant, on peut les prouver puisqu'on sait doser les anticorps antiproduits. Personnellement, je ne fais pas toujours parce que ça coûte cher, c'est pas remboursé. Bon, voilà. Mais parfois, c'est utile. Notamment quand on est à bout de ressources, on savait par exemple que l'infliximab était efficace. D'un coup, il a perdu son efficacité. Donc, on se dit, on a essayé le reste, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On se dit, pourquoi ne pas essayer de reprendre l'infliximab? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dose les anticorps anti-infliximab. Et si ils sont négatifs, je redonne l'infliximab, mais je l'associe, c'est là où je disais qu'on pouvait encore, pendant quelque temps, un immunosuppresseur pour empêcher la formation des anticorps. Vous voyez qu'on est un peu dans la complexité là. Voilà. Mais oui, bien sûr qu'on peut. D'autres questions? Oui. Merci. Justement, par rapport à ça, quand il y a une immunisation, vous remettez en place un immunosuppresseur. Et du coup, vous partez sur la combothérapie. Mais pendant combien de temps on peut garder cette combothérapie? Et si on enlève, par exemple, le métholimurel, est-ce qu'il y a un risque que les anticorps à l'infliximab reviennent ou pas? Vous pouvez enlever le masque, je vous entends très... Pardon. Je disais oui. Donc là, ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'il y a une immunisation à l'infliximab. Donc on met en place Imurel ou métaux pour détruire ces anticorps. Donc, pour l'empêcher de se former. Pour empêcher de se former. Mais est-ce que s'il y a des anticorps qui sont déjà présents, on peut mettre le métaux et l'Imurel en espérant la destruction des anticorps et qu'on puisse continuer sur du long terme l'infliximab? 20%. 20%. Et après, cette combothérapie, on ne va pas la garder sur... Non. OK. Le jour où on arrête, qu'est-ce qu'on fait? En principe, c'est dans la première année d'utilisation que les anticorps que l'immunisation se fait. En principe. Parce que associer un immunosuppresseur et une biothérapie, vous augmentez le risque de problèmes infectieux, vous augmentez beaucoup de choses. Donc, il faut rester très prudent quand même. Moi, j'ai une Personnellement, je suis très prudent. Du coup, vous envisagez quand même avec vos patients la désescalade thérapeutique, puisque là j'entends justement parler de combothérapie puis monothérapie. Est-ce que ça vous est arrivé aussi d'envisager avec vos patients d'arrêter un traitement, mais tout court, c'est-à-dire voilà, que le patient prenne plus de traitement, quoi. Alors comment vous faites? Comment ça se passe? C'est quoi je la prise de vérifie, décision? je lui dis, moi, en général, je suis toujours d'accord avec mes patients. Je dis, mais on vérifie que tout est bien cicatrisé. Donc, on fait une IRM, une coloscopie, fait ce qu'il faut. On montre qu'il n'y a pas de sang inflammatoire, la calprotectine fécale, et tout est bon. On arrête. Et là, je dis, le deal, c'est qu'on fait une calprotectine tous les 3 ou 4 mois. Ça monte, on reprend, avant que vous ne soyez pas bien. Parce que ça, on s'est rendu compte, et il y a plusieurs études qui l'ont montré, que quand on reprend une thérapeutique en cas de poussée, le produit ne marche plus. Ça a bien été montré. En revanche, si on reprend la thérapeutique avant les signes cliniques, ça marche. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est une calprotectine fécale ici. Il y a des chances. D'accord. Donc la calprotectine fécale, ça prévient combien de temps avant la poussée en fait? En principe, c'est 2 ou 3 mois. Quand ça commence à repasser au-dessus de 250, pas bon. Okay. Allez, encore, je vais prendre une dernière question parce qu'après on va devoir arrêter malheureusement. Voilà, le temps, on est à peu près une dizaine de minutes. Ah, alors je vois 2 mains qui se lèvent, donc je prends les 2 dernières questions et après c'est fini. Bonjour. Par rapport, là, vous avez parlé justement à un type d'examen, une IRM. Est-ce que pour l'examen de base, de référence, ça serait plutôt la coloscopie ou est-ce qu'on pourrait faire une IRM pour voir, par exemple, au moment d'une poussée? Alors, l'IRM, d'abord c'est l'IRM du grêle, il n'y a pas d'IRM du côlon. Pas très bon. Alors, on voit un peu le côlon, mais ce n'est pas l'examen de référence. Pour le grêle, ça reste un bon examen. Mais
il y a malheureusement des faux négatifs aussi. Hein. Il y a des gens qui ont des lésions qui ne sont pas suffisamment importantes sur le grêle pour que l'IRM monte des lésions. Donc, c'est un examen utile. Moi, par exemple, je fais un bilan de maladie de Crohn, je trouve à la coloscopie est l'examen de base. Toujours. Je crois que pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est la coloscopie. Les préparations ont quand même changé. On n'est plus obligé d'utiliser les 4 litres de cette horreur. Le PEG, c'est une horreur. Je ne sais pas, il y a des médecins qui n'ont jamais dû avoir de coloscopie pour prescrire encore cette horreur, quoi. Hein. C'est mon point de vue. Il y a d'autres produits maintenant qui sont plus simples. Donc la coloscopie reste l'examen. Mais en bilan initial, je fais toujours faire une entéro-IRM. Si j'ai une atteinte du grêle pour m'assurer de la cicatrisation, je fais faire une entéro-IRM. Après, il y a d'autres techniques qui arrivent, qui sont anciennes et pourtant, mais qui vont probablement nous aider et peut-être se passer de ça. C'est l'échographie. L'échographie de l'intestin grêle ou du côlon, ça donne beaucoup de renseignements aussi. Très bien, alors on passe à la dernière question et après on va clôturer la séance. Merci. Bonjour professeur Grimaud, Axel Baudouanier. Une petite question sur les nouveaux traitements. Il semblerait que beaucoup ne soient pas de biothérapie, mais des immunosuppresseurs et des médicaments Péros. C'est quelque chose de voulu ou c'est juste le hasard? Alors, c'est des molécules différentes. Vous passez de... Il y a toujours eu des traitements Péros, hein, Immurel, méthotrexate, ça a existé, Péros, ça a toujours existé. Et puis, il y a les médicaments, toutes les biothérapies. Alors, il semblerait, il y a un traitement biologique qui risque de sortir par voie orale, un infliximab oral. Bon, il n'est pas encore sorti, hein, mais il est dans les pipes. Mais globalement, tout ce qui est biologique, c'est parentéral. Et puis, pourquoi se priver de substances chimiques efficaces? Parce que tout ce qui est en comprimé, en général, c'est plutôt chimique quand même. Hein. Les antidiaques, c'est des produits chimiques. L'osanimod, c'est un produit chimique. Voilà. C'est la différence. On n'a pas... Très bien, bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup, professeur Grimaud, pour tout ça, pour ce topo exhaustif, pour toutes vos réponses.